Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer, pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Juste avant de démarrer, je vous parle de WeRecruit, premier partenaire de ce podcast. WeRecruit, c'est le logiciel ATS qui optimise l'expérience de tous les acteurs d'un recrutement. Candidats, recruteurs et managers. WeRecruit offre l'ensemble des outils indispensables pour les recruteurs. Suivi des candidatures, site carrière, extension de sourcing, vivier et bien plus encore. Hautement personnalisable, vous pouvez le paramétrer selon l'organisation de votre entreprise, votre manière de recruter, mais aussi selon les spécificités de chaque recrutement. Ce qui est top avec eux, outre un service support hyper réactif et 100% en France, c'est qu'ils innovent en permanence. Par exemple, depuis quelques jours, ils ont lancé le module de demande de recrutement qui vous permet, en tant que RH, de valider et de suivre l'historique des demandes des managers. Je vous recommande chaudement d'aller voir leurs offres. La très grande majorité de leurs clients est très satisfaite et fidèle. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la présentation de cet épisode pour découvrir WeRecruit. Hello à toutes et à tous, heureux aujourd'hui de recevoir Eric Thomas. Bonjour Eric. Bonjour. Eric Thomas qui est DRH de Silae. Et effectivement, petite nouveauté, de temps à autre, je vais maintenant recevoir des professionnels RH en exercice, DRH ou directeur, directrice recrutement, directeur, directrice formation, en complément des dirigeants et dirigeantes d'entreprise que vous avez l'habitude d'entendre. Et d'ailleurs, si vous êtes un professionnel RH qui a envie de partager son expérience, qui a mis en place telle ou telle innovation managériale, telle ou telle innovation RH, n'hésitez pas à me contacter directement, on pourra en parler. Alors Eric, pour commencer, j'aimerais bien tout simplement que tu te présentes, d'accord ? Que tu reviennes un peu sur ton parcours qui est assez original, qui marie ressources humaines, qui a marié ressources humaines, qui remarie ressources humaines, mais qui entre les deux a été complété d'un parcours d'entrepreneur, d'intrapreneur. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? Oui. Avant de rejoindre la DRH de Silae, j'ai trois timings dans mon parcours professionnel. Un premier temps dans la métallurgie, chez Valeo et Valorec, donc dans l'équipement automobile. Un deuxième temps d'une dizaine d'années aussi dans l'agrochimie, chez Ron Poulenc puis Bayer. Et enfin, un troisième temps, entrepreneur, où j'ai effectivement décidé, pendant 10 ans, créé, dirigé des sociétés, principalement dans l'habitat et dans le conseil des ressources humaines. Et j'ai ensuite, après ces 3 temps, en grosso modo 10 ans, j'ai rejoint Silae, dont on parlera plus tard. D'accord. Et alors, donc, toi, tu as commencé, après tes études, directement sur des fonctions RH ? T'es un bébé RH ou... Ouais, alors, si je vais être vraiment très clair sur le début, c'est que très tôt, je suis animateur de centre de vacances pendant mes études. Je suis à 19 ans directeur de centre de vacances à la Banque de France, le plus jeune. Et puis, je découvre le management, les ressources humaines, le recrutement. Je monte des projets en Europe et en France avec la Banque de France. Et la Banque de France, les colonies sont gérées par le CCE de la Banque de France. Je rencontre les élus, j'ai 19, 20, 21 ans. Et je suis un parcours d'un DESS, de l'IAE, de management, mais qui m'amène à m'orienter vers ce projet RH. À l'époque, vous savez, mon DRH chez Valeo était un ancien professeur de français. Puis, vous savez, c'était il y a 30 ans. Il n'y avait peut-être même pas d'école encore. Il y avait beaucoup de droits, etc. Voilà, et donc j'embrasse les ressources humaines à travers cette expérience de jeunesse. Et je débute dans les ressources humaines, effectivement, dès le départ, quasiment. Donc, ton premier job RH, c'était chez qui, là ? Mon premier, c'est quelques missions, dont une de paye chez Andra, commissaire de l'énergie atomique. Mon deuxième, c'est encore de la paye à la Compagnie Générale de Chauffe. Et je deviens chef du personnel. Oui. Premier contrat, chef du personnel il y a 30 ans, chez Magneti Marilyn, filiale de Ça faisait Fiat. en soirée, ça, chef du personnel, il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, je le dis. Je me présente, je dis bonjour, je suis chef de personnel de Silae. J'adore ça. C'est complètement à l'opposé de ce qu'on va peut-être évoquer sur les évolutions des... Non, mais blague en passant, voilà, je débute comme sur ce poste, avec la formation, traditionnellement, le recrutement, etc.
D'accord, donc très généraliste en fait. Absolument. En fait, très, très généraliste. Tu fais combien d'années dans ces fonctions généralistes RH? Je fais 6 ans chez Valeo, Magneti Marelli, mais c'est racheté par Valeo. 3-4 ans chez Valorec, un autre équipementier, un tubiste qui fait aussi du gaz et du pétrole. Et puis 10-12 ans chez Bayer, vous voyez, 20-22 ans RH généraliste, en montant progressivement vers le poste de HR Business Partner. Ok. Alors durant toutes ces années, on va y revenir tout à l'heure, est-ce qu'il y a des projets RH sur lesquels tu as travaillé, qui t'ont éclaté, que tu as mis en place et que tu as bien sûr réussi durant ces 10, 15, 20 ans chez ces 3 gros employeurs? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Oui, plusieurs. En tout cas, je ne le savais pas pendant ces années, mais aujourd'hui, mon énergie, c'est des projets, justement. C'est-à-dire que la RH classique, et tu as évoqué le nom de généraliste, en soi, la qualité de la paye doit être assurée, en soi, la formation, le développement. Mais ce qui est passionnant dans les RH, c'est d'assister le changement, parfois difficile, parfois positif, mais c'est d'accompagner le changement. Alors, il y a plusieurs projets. C'est l'époque, si tu veux, dans la métallurgie en Normandie, à Caen, où je suis d'origine, c'est l'époque des couturières. Il y a 400 des populations très ouvrières. Il faut transformer les compétences. Ça a été passionnant avec des fonds européens. C'est l'époque de la réorganisation dans l'agrochimie, pour aller un peu plus loin chez Rhône-Poulenc. C'est d'une part la réorganisation de l'agrochimie qui fait l'objet publiquement de nombreuses contestations. Donc ça a été difficile avec une usine à Rouen qu'il a fallu restructurer, séparer entre la pharmacie et l'agrochimie. Puis enfin, c'est l'évolution des groupes. Rhône-Poulenc, le siège mondial Rhône-Poulenc à Lyon, où je suis depuis 20 ans, qui est repris Rhône-Poulenc Agrochimie par Bayer. Il faut savoir que Rhône-Poulenc était allemand et a été repris après la guerre par les Français. Vous voyez, c'est incroyable l'histoire. Mais voilà, tu me poses la question sur les projets. Effectivement, c'est des projets de transformation majeurs, je trouve, qui sont humainement passionnants, parfois difficiles, mais humainement qui permettent de vrais projets. Ouais. Ok, on reviendra tout à l'heure un peu sur ces projets, sur quelques projets, comment mener des projets de transformation. Ça, je pense que c'est intéressant que tu nous fasses part de ton expérience sur ces sujets, parce que très souvent, effectivement, la fonction RH, nous, en tant que professionnels RH dans nos organisations, selon la taille de l'entreprise, des fois, on est un peu noyé dans notre quotidien, dans le tout venant, et réfléchir, se poser sur des projets structurants, c'est des fois moins nos possibilités selon l'organisation. Après, c'est pas la même chose non plus aussi d'être DRH dans un grand groupe tel que tu l'as été ou tel que tu l'es que DRH dans une PME de 50 personnes ou 100 personnes où des fois t'as pas de collaborateurs, t'as éventuellement un alternant et un stagiaire, mais t'es un peu au four au moulin, quoi. Donc une vingtaine d'années en professionnel RH et là tu bascules dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui se passe? Tu veux plus être DRH? En fait, dès le départ, je suis très proche du business, très proche du produit, la compréhension en tout cas. Je dis pas que je suis mais et curieusement, c'est pas tant la métallurgie, la chimie aujourd'hui, la tech et ce que j'ai fait en entrepreneur. Ce qui m'intéresse, c'est les autres, c'est le diriger le commerce, comment il fait, pourquoi, quelles sont les marges, etc. J'ai un 2SS de gestion et j'ai aussi un master de l'EJS en ressources humaines. Donc, j'ai cette double attractivité sur être RH, mais pour les autres, au service. Et par conséquent, je cherche en fait, en tant que DRH de Bayer du siège à Lyon, je cherche à aller plus proche du business. Bayer me propose d'ailleurs une évolution vers le commerce, mais je ne souhaite pas aller jusqu'au commerce. D'accord, d'être sales Non, je ne veux pas non plus être complètement sales, je réfléchis à comment, et au bout d'une réflexion de plusieurs mois, mais comme beaucoup de ceux qui nous écoutent souvent, et on le vit aujourd'hui, je décide d'entreprendre. Et je me dis, je vais gérer, parce que je peux le faire, je l'ai appris, et je vais manager la dimension humaine. D'accord. On était en quelle année à peu près On est en 2012. 2012, donc là tu quittes ton job de salarié dans un grand groupe, donc plutôt confort en général, on va pas se mentir. C'est ça. Et tu repars un peu de zéro en créant une activité, en reprenant une activité, tu fais quoi? C'est ça, alors j'étudie plusieurs reprises d'entreprise, mais forcément pas avec une forte dimension technique de type ingénieur, mécanique, restauration, mais avec une forte dimension, un business facile, managérial. Et j'étudie plusieurs projets et je décide de créer une concession de cheminées et poêles Brisac, sur le nord-ouest de Lyon. Alors pourquoi? C'est un modèle assez facile où on se forme en une semaine. Je suis certifié Calibois.
Je suis certifié, si tu veux un conseil pour installer un poêle à bois chez toi. Je note. 2, je pars ouvrier, poseur, sans dire qui je suis, dans les Alpes du Sud, je crois, Gap exactement. Incroyable. Donc je balaye, je porte, je pose. Et enfin, je trouve un local commercial, je débauche à la concurrence les meilleurs, je cherche, je construis, et puis voilà, je lance le business. Il m'a fallu 1 an pour faire ce business, qui est assez facile et répétitif. Si tu fais 120 poêles à bois dans l'année, c'est toujours les mêmes process. D'accord. Toujours la même sécurité, toujours sensiblement la même marge, les mêmes équipements, les mêmes tubes, c'est toujours pareil. Donc voilà ce qui m'a plu dans ce projet, avec une rapidité de financement assez rapide, de trésorerie, puisque c'est vendu rapidement, c'est des cycles courts. Voilà l'histoire. Évidemment, on n'a jamais fait comme ça. Il y en a 70% qui m'ont dit mais on fait pas comme ça. C'est pas possible d'être DRH. Tu as une voiture de fonction, tu as 30 mètres carrés, et puis tu montes sur les toits pour aider ton poseur. Il dit c'est curieux. Alors, mais il y a un tiers qui dit c'est incroyable, tu t'entreprends, voilà. Alors familialement, il faut être aussi bien accompagné. Enfin bien, il faut être aussi dans le projet, pas bien ou mal, mais en tout cas être accompagné. C'est fondamental. C'est fondamental. Mais c'est une aventure passionnante. Un dernier mot sur ce projet. Forcément, au bout d'1 an... c'est un modèle franchise un peu, toi. Ouais, exactement. Ah, okay. C'est une concession. Ok, d'accord. Mais évidemment, alors, dans une très forte région, une des premières de France, le magasin est rapidement top 20 sur 120. Et du coup, tu n'as pas créé 2 magasins, 3 magasins, 4 magasins? Je signe pour un 2e. Ah, bah oui. Je signe pour un 3e. Et je crée... enfin, la chose, c'est que je l'ai fait une fois et les ressources humaines me manquent. En tout cas, je suis sollicité à travers cette expérience d'entrepreneur par d'autres réseaux, avocats, d'affaires, entrepreneurs, reprises ou d'entreprises, et je suis sollicité pour accompagner des entreprises, mais avec cette dimension nouvelle d'entrepreneur, de DRH, un peu couteau suisse qui permet d'avoir une vision du business. Si tu es en redressement judiciaire, par exemple, il faut avoir une dimension un peu différente d'un DRH classique. Et là, je crée en parallèle une société de conseil. En RH. Et en RH. D'accord, ok. Tout seul, enfin une société de conseil, une petite structure. Eric Thomas Consulting. Ouais, voilà. Et puis, non mais c'est vrai. Et puis toute petite, c'est pas l'enjeu, mais surtout, j'entreprends là sur une dimension. Et puis le samedi, je m'occupe de ma boutique avec quelqu'un qui est en place pendant quelques années. Voilà l'histoire. Ok. Et aujourd'hui, c'est fini ça? En 2018, c'est l'histoire ancienne. Je vends la société à des jeunes que j'ai accompagnés pendant 6 mois, que je vois toujours, 5 ans après. Toujours, je leur dis la trésor, toujours, je leur dis les stocks, toujours, je leur dis... Et c'est incroyable, je suis un peu un angel business. Et ça, c'est assez fantastique pour eux. Je les ai formés, accompagnés. La boîte de conseil, évidemment, je l'avais au tout début de Silae, parce que je suis arrivé... chez Silae pour accompagner la reprise de Silae, puisque ça a été repris en 2020. Et puis j'ai décidé on m'a proposé, et j'ai tout à fait décidé, c'est de manière assez fantastique, de participer à l'aventure Silae. Quel conseil tu donnerais à un professionnel RH qui nous écoute et qui aurait envie d'entreprendre aujourd'hui, qu'il n'a peut-être jamais fait? Tu en as donné un, clairement, sur la partie familiale. Ouais. Ça, c'est un vrai axe, et je l'ai vécu également. Donc, ça, c'est clé. Si on n'est pas tout seul, il faut peut-être en parler avant. Mais est-ce que tu as d'autres conseils que tu donnerais à un professionnel RH en exercice qui s'interroge et qui se dit, bon, le salariat, j'ai fait un peu le tour, pourquoi pas devenir entrepreneur, que ce soit dans la fonction RH, en créant son activité, ou dans un autre domaine tel que tu l'as réalisé? Alors, on l'a dit, on va le répéter, mais je pense que l'entourage, le projet, toute cette émotion autour de l'entrepreneuriat n'est pas neutre. Donc, je pense que c'est quelque chose à prendre en considération, vraiment. Parce que le changement, on n'a jamais fait comme ça, je vais le répéter, mais le changement crée des peurs, pose des questions sur les moyens, sur le temps. On n'a jamais fait ça, on ne fonctionne pas comme ça. Et donc, c'est vraiment un changement. Il faut sauter le pas. Le deuxième, c'est d'avoir quand même... Ça paraît basique, mais une solidité dans son projet, parce on vit dans un monde économique, et Dieu sait si, avec l'inflation, etc., il faut quand même pouvoir en vivre ou projeter d'en vivre. Donc, il y a le marché, il y a l'offre, il y a ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire. Donc, moi, on peut me dire, c'est un peu fou d'avoir fait les cheminées poêles. Je n'ai pas fait des cheminées poêles. J'ai fait un business facile, répétitif, un management de projet. Donc, je suis parti avec un modèle en me mettant bas, en sachant comment j'allais... Bon.
Entreprendre, c'est une autre dimension, on fait tout, on est assez seul, hein, je trouve. Alors que le réseau, curieusement, entreprendre, on a un grand réseau, des entrepreneurs, des comptables, des avocats, c'est un grand réseau, mais en fait, on est assez seul. Je trouve que dans le monde de l'entreprise, on est moins seul qu'entrepreneur, alors que tous les entrepreneurs vous diront, c'est incroyable, je vois des tas de monde, mais son business, c'est le sien. Sa responsabilité, le mandataire social, c'est lui. Sa trésorerie, c'est lui. Tu peux pas payer un salaire à ton employé. C'est la responsabilité. Donc, cette dimension peut être tout à fait stressante. Ça se prépare. L'entourage, le business, le projet. Et pas hésiter à écouter, prendre des conseils, bien sûr. Et devenir freelance. Parce qu'aujourd'hui, c'est une tendance que l'on voit de plus en plus. Hein. Il y a quasiment 1 million de freelances. Portage, ouais. En Absolument. France. Alors moi, quand on me pose la question, je pense que là, il faut une expertise. C'est assez rapide. Je suis spécialiste en développement des compétences et je suis certifié en bilan de compétences, coach, pourquoi pas, peu importe. Et là, vraiment, en portage ou en freelance, on peut trouver. Les CCI, les cabinets cherchent énormément. Deuxièmement, je suis graphiste web, je suis développeur. Donc, il y a des métiers qui permettent le freelance, des métiers qui le permettent pour moi un peu moins. Donc, encore une fois, c'est une question de projet. Hein. Il n'y a pas d'école, je pense que... Enfin, il n'y a pas d'école. Ça se modélise quand même en fonction de sa compétence, son parcours, ses freins. Et vous avez des artisans exceptionnels qui ne gèrent pas, et à l'opposé des gestionnaires qui n'ont pas de... C'est mon cas d'ailleurs, de compétences techniques spécifiques. Donc on doit adapter le projet à ce que l'on est, où on va, d'où on vient. Voilà, je sais pas. Je pense que le bilan de compétences, justement, pour en parler, qui est assez classique, ne permet pas forcément de répondre à cette question précisément. Il faut aller plus loin. Oui. Faut fouiller un peu plus loin. Je pense que c'est quelque chose qui mûrit petit à petit. L'entrepreneuriat, j'ai souvent vu des personnes dire « je vais entreprendre, je suis entrepreneur, j'aimerais devenir entrepreneur ». Mais ça ne veut rien dire en fait. Hein. C'est un peu la liberté, une forme de liberté. Mais pour moi, c'est presque une dimension sociale, si je suis un peu direct. Ok. Vous voyez, ouais. Je pense que d'être salarié ou entrepreneur ou intrapreneur aujourd'hui, moi je me sens intrapreneur chez Silae avec un savoir-être orienté sur les résultats, la performance, avec bien sûr la dimension humaine, etc. Mais je pense que... Et le marché évolue d'ailleurs. Le monde du management de transition grandit, le monde de freelance, tu l'as dit, progresse. Donc je pense que le monde du travail évolue aussi et va évoluer dans les années à venir probablement. Ok. Donc tu rejoins Silae, alors plutôt en mode conseil, à ce que je comprends. Absolument. Ouais, ça je savais pas. D'accord, tu es plutôt en mode conseil pour eux. Tout à fait. Silver Lake reprend Silae en octobre 2020 et il y a 5 associés historiques, fantastiques. Hein, ils ont fait un truc. Et le temps, je dirais aujourd'hui que Silver Lake constitue une équipe dirigeante, un projet, et un projet de développement, de poursuite de l'entreprise, de sa croissance. Je suis conseillé par un avocat qui m'a vu, qui m'a observé dans un management du changement sur une entreprise sur 2 ans qu'il a fallu transformer, en partie fermer, etc. Là, c'est une forte croissance, c'est du développement et j'ai ces expériences-là aussi. Voilà, donc je suis mis en relation et j'arrive effectivement en conseil. Ok. En manager de transition. Manager de transition, ouais, ça s'appelle manager de transition. Pendant quelques mois. Ouais, ok. Avant de signer CDI et d'être collaborateur de Silae. Et tu reviens à tes premiers amours de DRH d'une entreprise, comme tu l'avais fait avant l'entrepreneuriat. Ou est-ce que c'est différent pour toi ? C'est pas le même métier ? C'est au-delà du titre ? C'est pas la même chose ? Il y a deux points. C'est vraiment une question intéressante à laquelle j'ai beaucoup pensé depuis quelques années chez Silae, enfin 2-3 ans. C'est d'une part, il y a 2 points. D'une part, le métier RH a changé et change fortement. Surtout que je suis au cœur du changement avec Silae, puisque paye et CRH. Digitalisation, on en parle. Donc ça, c'est un premier point qui me passionne. Je trouve ça à la fois complexe et incroyablement passionnant. Et le deuxième, quand j'arrive chez Silae, nous sommes 100, et aujourd'hui nous sommes un peu plus de 400. Donc il y a des acquisitions, du recrutement, des fusions, de l'interculturel, etc. Donc il y a aussi une dimension intrapreneur, je l'ai évoqué. Donc ces 2 aspects me mettent des étoiles dans les yeux. Ouais, je me dis c'est génial, c'est une aventure incroyable. Et c'est quoi ta définition de l'entrepreneuriat pour toi ? L'intrapreneuriat. Je l'ai peut-être dit tout à l'heure, rapidement. Ta définition, ta vision de l'entrepreneuriat. Je pense qu'on est responsable de son contrat, ses compétences et des missions que l'on met en œuvre. Or, on sait très bien qu'un contrat,
j'allais dire signal analytique, c'est ça de mémoire pour les anciens. On sait un contrat, j'ai des compétences, je les apporte, j'ai un salaire, des horaires, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on a une nécessité d'évoluer, d'apprendre, de proposer, et quels que soient les niveaux de l'entreprise, globalement. Donc, je considère l'intrapreneur investi dans son savoir-faire, mais donc également dans son savoir-être. Il y a une notion très importante qui a évolué, c'est que s'il y a 20 ans, on avait peu de communication sur la finance, l'économique et la comptabilité, les budgets, les résultats de l'entreprise n'étaient pas forcément évoqués, peut-être dans les grands groupes, au CCE. Aujourd'hui, on a accès à l'information, comment fonctionne l'entreprise, ou moi, je ne parle pas des expertises éventuellement comptables, des élus, etc., mais vraiment, l'information est accessible. Donc, aujourd'hui, les jeunes générations ont accès à des informations. Et sont intéressées par aussi. Sont intéressées, voilà. Ouais. Et c'est là où je dis que on rejoint. Tu vois, on passe d'une société institutionnelle, économique, à une entreprise, intrapreneur. On rejoint. J'ai un contrat à un acteur de l'entreprise. Je le suis pas. Hein, tout le monde a le choix. Mais moi, c'est ma volonté, et je dirai à tous ceux qui m'entourent et à mes enfants, il faut que tu sois acteur, mais y compris de ton changement. Hein. Apprends, propose. Tu te trompes, tu avances. Et c'est ça la définition de l'entrepreneur-intrapreneur. Je pense que c'est une énergie. Ouais. Ok, extrêmement intéressant. Tu peux nous présenter rapidement, pas en 3 heures, mais Silae, parce qu'on en a parlé, mais du coup, on a ces noms, bien sûr, mais peut-être que les auditeurs ne connaissent pas Silae. Et si tu avais à définir Silae, la mission, la vision de Silae en 2 minutes, tu me dirais quoi? Silae, c'est donc une société. Allez, pitch-moi Silae. Ouais, Silae, c'est une société reprise par Silver Lake en 2020, qui a en 2020 9 ans et qui a été créée par 5 associés et de formidables collaborateurs, très investis. Et c'est le numéro 1 de la paye pour les PME et TPE sur le marché. C'est un produit qui s'adresse aux professionnels, principalement les experts comptables, mais également des professionnels de la paye, des entreprises de conseil en paye et autres. Voilà, c'est Silae en 2020. Et Silae 2020, ce jour, c'est un projet qui se poursuit, qui va de la paye, qui est absolument géniale, intuitive, facile, et avec plus de 850 conventions collectives modélisées. Donc c'est vraiment un outil incroyable, et qui se complète depuis 1 an à 2 ans et qui va se poursuivre par des SIRH, la digitalisation d'outils RH, faciliter le travail du RH ou du payeur, du gestionnaire de paye qui évolue vers la gestion des temps, la gestion des données, la facilité. Voilà. Donc Silae évolue du leader de la paye vers un acteur majeur des systèmes d'information et de la gestion des ressources humaines dans son ensemble. Au sens large. Ouais, au sens large. Voilà. D'accord, c'est ça votre vision aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais sur le site web de Silae, Silae se définit comme le premier centaure RH, qui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires récurrent annuel. Donc ça commence à parler, quoi. Oui. C'est une croissance significative. Le produit est forcément très désiré par le marché, il a du succès, il y a des concurrents en place, des concurrents qui vont émerger. Notre idée, nous, c'est de moderniser notre outil de paye et surtout de le compléter pour garder cette place de leader, surtout cette place d'être un partenaire des ressources humaines pour demain, aujourd'hui et demain. Donc c'est notre position. Premier centaure, oui, c'est ce que j'ai lu. Tu l'as lu. Voilà. Tant mieux. Je pense qu'il vaut mieux avoir une bonne santé économique et d'avoir les moyens de sa croissance et d'accompagner l'entreprise et les collaborateurs, bien sûr. Si on revient sur les projets RH que tu as menés, que ce soit avant d'être entrepreneur ou chez Silae, est-ce qu'il y aura un projet RH majeur que tu as mis en place, que tu as réussi, dont tu aimerais parler ? Et puis surtout que ce qui m'intéresse, c'est au-delà du projet, quels conseils tu donnerais à des professionnels RH, à des jeunes DRH qui peuvent écouter, des jeunes RH qui peuvent écouter, ou des RH plus expérimentés pour réussir un projet de transformation en ressources humaines dans une organisation. Alors, si on peut l'illustrer par un exemple, ce qui permettra effectivement de mieux le comprendre peut-être.
Ouais, je citerai un exemple chez Bayer et d'ailleurs ça va être en lien avec la digitalisation d'aujourd'hui dans les ressources humaines, c'est que nous décidons chez Bayer nous sommes à peu près 5000 en France, pharma, agro, chimie. Moi, je suis sur l'agro et nous décidons de digitaliser, en tout cas de débuter la digitalisation des ressources humaines. C'est en 2009, 2010, 2011. C'est l'époque où on commence à nommer les RH HR Business Partners, etc. C'est vraiment le début. C'est l'époque où d'ailleurs certaines plateformes RH sont externalisées, modèle IBM, si je peux les citer, à l'étranger, etc. Avec donc des centres de services partagés. Absolument. Des ça. Ouais. Voilà. Et nous décidons de créer des centres de services partagés, mais pour nous. C'est-à-dire qu'on rassemble les différents payeurs de pharma en France pour nous, donc on garde. Mais néanmoins, on applique le modèle. Il y a 2 observations par rapport à ta question sur ce point. La première, parce qu'on va en reparler, je pense que nous étions à l'aube de la digitalisation et alors d'écrire des processus de médaille du travail dans la chimie, si tu veux, il nous a fallu 6 mois. Donc je pense que la tech n'était pas prête, contrairement à aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais et la tech n'était pas tout à fait prête. Installer des bornes dans des ateliers chimiques, la culture n'était pas prête, l'adhésion, c'est trop rapide. Bon, mais ça c'est la tech. Mais par rapport à ta question sur le management de projet, par contre là, il me semble que ça a été un succès avec le recul parce que on a mis à un haut niveau le management du changement et le management de projet. Donc c'est préparer, c'est associer les managers, c'est en faire un projet stratégique. Vous savez, dans les écoles ressources humaines, j'ai toujours entendu, et j'ai aussi donné quelques cours à l'IGS à Lyon, mais j'ai toujours entendu les ressources humaines, c'est une place stratégique. C'est quand même une question incroyable qu'on se pose tout le temps. Aujourd'hui, je pense que ça l'est, mais largement. Mais c'est ce qu'il faut pousser, le DRH. Il doit avoir cette conviction. Et je reviens à la compréhension du business, du produit, des commerciaux. Si tu es bien proche des métiers et de la compréhension de l'entreprise, tu es d'autant plus stratégique. Si tu es admin et que tu es concentré sur ta fonction, tu t'écartes de la stratégie. Donc ça rejoint mes propos de tout à l'heure, mais ça c'est un succès. Les conseils en management de projet, la réussite, c'est préparer, accompagner, lever les résistances au changement. Il faut donc incarner, porter, expliquer, faire un travail d'allié sur ceux qui commencent à bouger. C'est presque scolaire ce que je dis, mais tu es un professionnel des ressources humaines, toi aussi, mais c'est comme ça. Le monde va très vite, nos dirigeants veulent aller vite, c'est fait, on passe à autre chose. Il faut prendre le temps de préparer le projet. Ça a changé d'ailleurs entre un projet que tu as mené chez Bayer donc en 2010-2012 et un projet qu'on aurait à mener en 2023. Est-ce que tu penses que, comme le monde change à côté, ça change la manière de réaliser un projet ressources humaines? Ou est-ce que les fondamentaux sont toujours les mêmes? Mais après, c'est le contexte qui change, c'est peut-être les outils, la modernité, la rapidité qui a évolué. Non, je pense que, mais je ne vais pas surprendre nos auditeurs, c'est que je pense que ça s'accélère. C'est-à-dire que le projet, si nous avions... Alors, il y a une différence parfois entre les grands groupes et les PME qui ont besoin ou de fonds, les sociétés avec les fonds, qui ont besoin de résultats plus rapides, ou une réactivité par rapport à l'enjeu, ou au contexte plus nécessaire. Mais dans les grands groupes, on a parfois un peu plus de temps. Néanmoins, je ne vais pas surprendre ceux qui nous écoutent que ça s'accélère, et donc il faut être prêt, il faut anticiper, il faut noter, il faut partager nos expériences pour aller plus vite, mais tout en appliquant des modèles qui font le succès d'un management de projet du changement avec une bonne identification des besoins, préparer, onboarder, accompagner les managers, etc. Bien sûr. Et tu disais, pour réussir un projet, il faut emporter les parties prenantes, quelque part aussi les influenceurs internes, qui ne sont pas forcément les payeurs, hein, c'est des personnes très différentes. Absolument. Comment tu fais aujourd'hui, en particulier, parce que tu dois avoir une expérience relation sociale qui doit être assez importante, forcément, par ton parcours. Est-ce que tu as vu aussi des changements dans les relations avec les IRP en 2010-2012, en tout cas sur tes premières années RH, soit tes 15-20 premières années RH, et puis maintenant? Alors c'est aussi dépendant de l'entreprise dans laquelle on est, hein, les IRP, mais est-ce que tu vois peut-être une maturité aussi des IRP plus importante aujourd'hui qu'avant? Non, je dirais IRP, pas. C'est centre représentatif personnel. Je dirais pas. Je peux pas répondre à ta question parce que je ne le dirais pas comme ça. D'abord, j'ai travaillé dans différents secteurs d'activité, métallurgie, agrochimie, chimie, donc entrepreneur, le charbon. Avec la CGT, le charbon Sud-France, aujourd'hui avec nos partenaires de Silla. Et
c'est très différent selon le secteur d'activité, l'histoire de chaque syndicat, métallurgie, chimie, PME, tech, c'est Syntec. C'est très différent de la taille de l'entreprise, c'est très différent de l'expérience des élus. Aujourd'hui, les élus de Sillae, il y avait un CSE historique, il y a eu des élections l'année dernière, on a des nouveaux élus qui s'investissent pleinement, mais qui aussi découvrent toutes les différentes procédures, mais ils s'investissent bien pour appliquer rigoureusement les choses. Donc, c'est des partenaires constructifs et qui permettent de bien appliquer les relations sociales. Dans d'autres secteurs, on a beaucoup plus d'expérience. Je ne parlerai pas de maturité. Moi, je mettrais l'accent plutôt sur l'évolution du monde du travail et le droit, et donc les relations sociales. Quelques exemples. Le télétravail, comment tu contrôles le temps de travail ? On peut contester, en termes de relations sociales, on va dire, mais comment vous pouvez me donner les heures en télétravail ? Le déplacement professionnel, tous ces sujets nouveaux, vie perso, vie professionnelle, conditions de travail, temps de travail, tout ça évolue. La semaine de 4 jours, pour qui, pourquoi, quelle autonomie dans le poste, quelles compétences, à qui on dit oui, à qui on dit non. Je pense que c'est cet enjeu-là qui évolue. Il est probable, mais avec un temps de décalage, que le droit évoluera dans les années à venir. Mais peut-être que je serai en retraite, mais c'est vrai, c'est pas possible. Si tu veux, on peut pas avoir un télétravail. Mais je travaille. Comment je suis assuré aujourd'hui, télétravail, je dois être assuré, déclarer que j'ai mon installation, etc. Mais je suis vraiment chez moi. Est-ce que tout le monde peut dire qu'il est chez lui en télétravail ? Moi, je pose la question. Ouais, puis le télétravail, je pense qu'on va pas. Oh, oui, chacun est bien. Et puis en plus, il y a plein de manières de le faire. Bien sûr. Dans un épisode, dans un épisode récent, j'ai interviewé le dirigeant d'Hollyworking, qui est une solution qui permet effectivement à tes salariés de partir 3 mois, 6 mois, 1 an maximum à l'étranger, faire du full remote pendant 1 an et revenir après. Donc c'est pas donc c'est intéressant parce que je garde mon job, mais au lieu de le faire à Lyon, je vais le faire à Bali, en Thaïlande ou au Canada. Et néanmoins, c'est hyper encadré parce que comment je gère ça, comment je gère un collaborateur qui est à distance, à l'étranger. Le sujet du télétravail, c'est un sujet tellement complexe avec tellement de composantes que c'en est très compliqué, effectivement. Et tu vois, ta question sur les relations sociales, j'arrive à cette question du droit parce que le droit, c'est les relations sociales et c'est la relation avec les élus qui sont là pour le collectif et l'individuel, etc. Il y a, ça, c'est un point clé dans les relations sociales de demain. Il y a un deuxième aspect. C'est l'exemple que tu évoques, c'est la tech. Et je peux aller au Canada. Enfin, moi, je peux pas. J'ai besoin de voir les équipes. Ça me nourrit. Mais on parle aussi d'un secteur d'activité, toujours. Mais on oublie des sites industriels. On oublie des qualités de maintenance, d'automatisme. Et comment on accompagne le changement dans ces... Est-ce qu'ils font du télétravail ? Ils ne peuvent pas. Comment ça évolue en termes de vie privée, vie perso pour ces personnes ? Comment on adapte aussi et les relations sociales ? Donc on a une complexité qui émerge. D'un collectif, on a plus de groupes sociaux par métier, type de profil, et puis aussi des dimensions individuelles parfois. C'est ça qui rend complexe le métier du DRH aujourd'hui, et des managers, parce que nous sommes là pour les aider. Franchement, c'est un enjeu, ça, demain. C'est quoi les défis majeurs, justement, d'un DRH aujourd'hui, pour toi ? Alors, le premier, c'est celui que je viens de citer. Pour moi, il y a une dimension collective qui va plus sur des groupes métiers, des groupes de personnes, des générations. Et on peut aller jusqu'à l'exemple de... C'est première complexité sur l'exemple des générations, de la vie privée et perso. Je l'ai déjà cité plusieurs fois, mais et plus sur un individuel. Parce que moi, j'ai une problématique et j'ai une demande. Relations sociales, droit du travail, DRH, manager, c'est une première complexité à gérer. Il y a une forte demande, et puis on a besoin de talent, d'attractivité, donc on s'adapte. Le deuxième enjeu pour moi, des ressources humaines aujourd'hui et demain, mais ça a déjà évolué, c'est j'ai connu les ressources humaines en interne. À l'époque, il y a 10 ans, on parlait de marketing RH, on va faire du marketing, on faisait peut-être... on allait peut-être dans un salon, il y a aujourd'hui, avec mais... c'est la deuxième problématique. Ce qui est fait en interne se voit en externe. Et je pense que c'est un enjeu d'aujourd'hui et de demain. Ce qui se voit en externe se voit en interne. C'est un peu idiot de dire ça, mais mes propos se verront sûrement en interne, probablement,
Parce que Thomas Chardin, je sais pas si tu connais Thomas Chardin, le patron de Parlons RH, qui avait défini ça, quoi. La marque employeur, quelque part, c'est lié au bénéfice actif. Ce qui se fait en interne se voit à l'externe. Voilà. C'est clé. Et si on n'a pas cette réflexion-là aujourd'hui, absolument, c'est hyper compliqué de recruter, de fidéliser, d'engager, d'avoir un vrai collectif, en fait. C'est le deuxième enjeu. Ouais. Il faut être relativement aligné. Je dis relativement parce qu'il y a toujours un peu de positionnement, un peu de pub. Quand tu fais un peu de pub dans Welcome, tu mets une photo qui est belle. Bon, elles sont peut-être pas toutes belles en interne, mais bon, on n'est pas... Si, chez Welcome, elles sont toutes belles. Alors, si tu dis ça, ils vont te fâcher chez Welcome. Non, chez Welcome, mais en fait, tout n'est pas forcément parfaitement beau, mais on n'est pas neuneux, mais il faut être aligné, ce que tu portes en interne. Et le troisième enjeu, pour moi, mais c'est encore une fois très historique, mais c'est d'aujourd'hui, c'est le manager qui est placé aujourd'hui dans une... Parce qu'on parle des DRH, mais si j'ai 60 personnes, 10, 15 à gérer, le DRH, il est là en support, en partenaire, mais il faut être auprès d'eux, les accompagner, les conseiller. Il est très exposé avec toutes ces questions. Donc le DRH, lui, dit non à la semaine de 4 jours. Le manager va dire, le DRH a dit non. Démerdez-vous avec lui bien au sûr, CSE. Bien sûr, exactement. Donc, premièrement, c'est l'évolution du contexte social, familial, sociétal, etc. Deuxièmement, moi, je pense quand même l'entreprise, les barrières sont ouvertes, LinkedIn, etc. Puis troisièmement, je pense que le management... et c'est vrai, il y a quelques années, on mettait en œuvre des formations managériales, mais assez classiques. Aujourd'hui, je crois qu'il faut repenser cette compétence. Parce que c'est une vraie compétence. C'est pas... Voilà, faut avoir envie de manager, faut être accompagné, faut former une équipe, être solidaire, avoir des règles communes, tout en s'adaptant à toute la complexité qu'on a citée. Voilà, si je devais te citer 3 enjeux majeurs de demain. Ouais. J'ai pas cité la digitalisation. Ok, bah... Mais ça serait le 4e. Hein. Eh ben, on en parle. Allez. On en parle sur la digitalisation, tu fais une bonne transition parce que j'avais une question sur le sujet. Comment est-ce qu'elle peut, à ton avis, améliorer l'expérience des employés aujourd'hui et favoriser l'engagement ? En quoi la digitalisation, c'est fondamental pour les entreprises de s'engager ? Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a 90% des boîtes en France qui ont travaillé leur digitalisation RH, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire parce que sorti... et je minimise pas auprès de toi, mais le sujet du bulletin de paye, ça c'était souvent le premier sujet qu'on a digitalisé dans les entreprises. Maintenant, il y a tellement d'autres composantes que cet aspect. Comment est-ce que la digitalisation améliore, à ton avis, l'expérience candidat et collaborateur ? Ils sont en plus les générations très nombreux à utiliser la digitalisation, mais autour de moi, on prend une place au cinéma. Les guichets sont fermés au Gaumont à Lyon. Il n'y a plus de guichets. Les stations de ski, tu prends avant, tout se digitalise. Bon, on peut résister. Tu vas en vacances aujourd'hui, je suis allé à Rome il n'y a pas très longtemps, tu ne vas pas visiter un monument si tu n'as pas pris l'application pour réserver ta place dans tel ou tel monument. Si tu arrives le jour J, c'est même pas la peine. Donc je crois que l'idée, c'est pas de dire je résiste, il y a des tas de codes. L'idée, c'est de dire, bon, c'est le monde qui évolue. Mais c'est vrai qu'une fois que... on a appris les quelques clics et là, une fois qu'on comprend le système, c'est assez pratique et intuitif. L'entreprise, c'est pareil. Faire signer un document écrit, ça ne sert plus à rien. Mais vous aussi, là, vous êtes sur ce sujet de digitalisation. Alors, nous, en interne, DRH et en externe. En interne, je suis commercial chez Silae, ça peut être tellement facile là, de taper à la porte d'une entreprise et dire je vais vous digitaliser vos process RH. Alors, on va nous digitaliser, oui. C'est la paye. Ouais. On a la solution de signature électronique. On a le coffre-fort qui va bientôt devenir obligatoire. Hein, et donc, nous, on l'a couplé au bulletin de salaire parce qu'il va devenir obligatoire. Donc, c'est dématérialisé. Vous savez qu'on n'a plus le droit d'envoyer les bulletins par mail, etc. Donc, tout ça. Mais il y a un retard terrible en France. On n'est plus au niveau du droit, vous parlez de... Ouais. Donc, on anticipe. On accompagne nos clients, on anticipe. Et puis, je déménage, je change mes données. Ma prime de transport s'adapte. Quand même, il faut que je donne la copie de mon adhésion au métro. C'est un peu vieillot quand même. Donc ici, là, on se positionne. Et moi, DRH, c'est ce qui me passionne. Il faut qu'on se positionne. On le fait encore. Hein. Je ne dis pas qu'on est parfait chez Silae, parce qu'on a encore des progrès en interne. On travaille comme l'évolution de Silae dans ses offres de digitalisation. En interne, on avance également, nous, sur... c'est la même chose, je suis les offres avec passion. C'est drôle d'avoir cette... Vous savez, c'est curieux. C'est la première fois que ça m'arrive de mettre en place... de faire un métier qui est vendu en externe.
Je trouve ça génial. C'est-à-dire que j'ai une double vision. À la fois en interne, parce que je suis DRH sur les solutions de Silei, mais à la fois pour nos clients. Et c'est très drôle d'ailleurs. Voilà. Tu peux vite voir d'ailleurs ce qui marche et ce qui marche pas chez Silei. Absolument. Pour le coup. Et donc je fais des tests. On a des populations tests sur la SIRH. Okay. Ouais. La solution coffre-fort. Vous testez formidable. vous-même vos produits que vous Absolument. vendez. Absolument. On fait une acquisition, on teste et on met en place et ça peut alimenter un petit peu de stratégie. Vous voyez, comme la RH est stratégique, on arrive un peu... Bon, mais en quoi c'est important, c'est ta question initiale. C'est d'abord fondamental, on gagne du temps, de la praticité, c'est stocké, archivé. Oui, ça demande des codes, mais aujourd'hui, tu as vu le mot de passe oublié, il te le régénère. Tu commandes dans une grande surface de bricolage, tu as oublié ton code un jour, ça t'énerve en fait. Plus on s'habitue, plus on appuie mot de passe oublié, régénère, tu rappuies, ton mot de passe est refait. Donc tout s'accélère, est facile. Et est-ce qu'on a plus de temps pour regarder des séries ou écouter des podcasts ou écouter des podcasts. On n'a jamais fait comme ça, je le redis peut-être pour la quatrième fois, mais c'est un peu en lien avec ton podcast finalement, parce que j'ai peur, je comprends pas. Mais ça fonctionne très bien aujourd'hui. Pourquoi on change ? Pourquoi on change ? Il faut donner une vision. Faut donner du sens. C'est un mot un peu à la mode, mais moi, ça me passionne assez et je crois que les DRH... Alors effectivement, tu as cité tout à l'heure des DRH 50, 100, 200 personnes. Moi, j'ai la chance d'être dans une société qui propose ces offres de modernisation, de digitalisation rapide, efficace. Alors évidemment, je suis un peu chanceux. Mais j'ai toutes les équipes autour de moi, donc je suis un coq en pâte. Néanmoins, pour ceux qui font beaucoup d'admin, t'as cité un contrat de qualif parfois à côté pour être aidé, évidemment, c'est un challenge. Il faut être bien accompagné. On a plein de partenaires qui accompagnent, mais je peux comprendre que la digitalisation d'une société, ça peut être une montagne comme ça à franchir. Et pourtant, le gain est exceptionnel. Bah oui, moi, je pense. C'est clair. Et puis, je pense que c'est même une attente sociétale aujourd'hui. Un candidat, un jeune diplômé qui a les 20, 25 ans, qui sort de telle ou telle école, peu un peu le parcours, et qui arrête dans une boîte où on est encore sur la feuille de papier pour poser ses congés, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Alors que, comme tu dis, pour prendre son billet de ciné ou pour même ses billets de métro, moi je suis provincial, mes billets de métro à Paris, j'ai ma carte, je les commande à distance, quoi. J'ai plus besoin d'avoir des billets de métro papier, quoi. Enfin, à un moment, on est en 2023. Donc il y a des vrais d'expérience, on la vit différemment. Et l'objectif, c'est pas le digital pour digital, mais en tout cas, c'est ce que je pense, c'est d'amener effectivement quelque chose qui nous simplifie la vie et qui nous permette de consacrer du temps à notre cœur de mission quand on est salarié et pas à tous les trucs annexes, on perd... Moi, j'ai vécu, je pense comme toi, quand on faisait ses notes de frais, quand on revenait, on passait une demi-journée à faire ses notes de frais et c'était un enfer, quoi. Les parapheurs pour les RH, parce que pour le salarié et également pour le RH. J'ai connu mon ancien patron des RH qui avait des dizaines de parapheurs sur son bureau et qui les signait, mais quel métier passionnant. C'est pour ça que j'ai pas voulu le faire dans sa boîte. C'est pour ça que j'ai entrepris, j'ai dit, moi, je n'étais pas satisfait de la digitalisation en 2010. Je trouvais que nous perdions le sens du métier et qu'on s'écartait de l'humain. Si tu veux, sur un site industriel où il y avait 6 RH, il n'y avait plus qu'un HRBP. On a des bornes pour les ouvriers. J'ai cité comme exemple le management de projet. OK, parce que c'était vraiment top. Préparer, accompagner, expliquer, porter un carnet, etc. Mais dans la digitalisation aujourd'hui, je pense que nous y sommes au rendez-vous. On a les outils. Bon, le temps tourne. Oui. C'est passionnant. Pour conclure, comment est-ce que tu vois l'avenir de notre fonction RH ? Est-ce que tu as une idée sans être dans la prospective, parce qu'on n'est pas Madame Soleil et c'est pas facile, mais quelle grande tendance tu verrais ces prochaines années sur la fonction RH ? Est-ce que ce côté stratégie va prendre plus de place que le côté très opérationnel ? Est-ce que tu vois l'IA amener des choses ? C'est moi, je l'ai placé dans mon podcast. Est-ce que tu as des sujets comme ça qui te font réfléchir, toi ? Manifestement, les fonctions RH administratives disparaîtront. On onboard aujourd'hui... alors, il faut faire le contrat, bien sûr, mais tu le modélises et tu remplis 6 champs, l'adresse, le numéro de sécu, le poste, le salaire, etc. Et tu modélises le contrat, il est envoyé au salarié, il signe automatiquement, le RH signe, enfin c'est incroyable. Onboarding, modification de sa situation, etc., les entretiens individuels. Les 360 s'automatisent. Le consultant qui disait les 360, etc. Mais aujourd'hui,
C'est le roi du pétrole, celui qui savait faire. Là arrivent des solutions. Il y a des solutions où tu as tout de suite... Bon, donc j'ai évoqué l'interne, l'externe, mais c'est plus à court ou moyen terme. C'est pas une évolution majeure, mais c'est une évolution majeure. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose, c'est pas une vision. Moi, je pense que c'est une fonction qui va être digitalisée, oui, au cœur du changement, qui va accompagner chacun et chacune. Je pense qu'il faut du monde, et je pense qu'un DRH qui est trop collectif sera à côté des enjeux. Alors bien sûr, je mets à part les grands groupes, si tu as 25 000 personnes, mais donc il faut une bonne compréhension du business, il faut être proche, il faut se déplacer, tout ça. Et la RH va rester parce que l'humain est là et restera. C'est la vérité de la palisse. Mais... Non, mais je pense la même chose. Je suis assez convaincu de ça. Mais ça va évoluer fortement, ça va se digitaliser. Et un mot sur l'IA, ça fait peur, mais... Vous y travaillez, j'imagine bien. Bien sûr. Je serais très étonné. On est entouré même. On fait en interne. Okay. Bien sûr, c'est un enjeu de demain. Mais par exemple, et les RH qui m'entendent vont se marrer, c'est que j'ai une étude de salaire sur les fonctions, peu importe, des restaurateurs. Par exemple, du milieu d'HR, hôtel, restaurant. J'ai des études salaires de 2022, je les ai reçues quand ? Par papier ou par PDF ? En juin ? Mais l'IA... Totalement obsolète quand l'IA, c'est aujourd'hui... Enfin, j'exagère, mais c'est 3 jours après, tu as toujours les données actualisées. Donc en fait, l'IA va permettre d'accéder plus rapidement à l'information, de traiter plus rapidement l'information et de préparer l'information. Ça fait peur, il faut bien l'encadrer, mais c'est aussi un sujet de démocratie. C'est clair. Ah oui, il y a plein de sujets sociétaux derrière. Absolument. Et donc, je ne vais pas rentrer sur ce débat-là, mais bien sûr, nous, on travaille parce que l'idée d'accompagner nos clients par des offres complémentaires ou des modules des offres existantes avec de l'IA qui permettent d'aller plus vite sur... Voilà, je suis restaurateur, j'ai 10 restaurants, je suis en Rhône-Alpes, j'ai besoin d'ouvrir un restaurant, ça fait quelques années. Et si j'ai un état du niveau de salaire, des statuts, des formes de contrats, etc., si j'ai un état en outil d'aide à la décision, je verrais bien nos partenaires facturer quelques audits sur ce. Et l'IA, les digitalisations... Non, tu vois, je vais un peu loin, je vais un peu vite, mais c'est fantastique, ça. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose ? On a fait le tour de tout ce que tu avais à exprimer. Non, j'ai plusieurs fois cité, on n'a jamais fait comme ça, c'est le thème du podcast, et je m'attendais à ce que tu me dises, alors ça évoque quoi pour toi, on n'a jamais fait comme ça. C'est comme ça. Okay. C'est marrant ça, et donc je l'ai cité, parce que si on fait toujours pareil, on n'est pas là. Si on n'invente pas, si on ne crée pas, et mon parcours montre bien qu'il faut sortir de la zone de confort. Ouais. Et il faut sortir de la zone de confort, il faut prendre des risques, se tromper. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais je pense qu'il faut mieux. Il est préférable, il est fondamental d'accompagner le changement et d'être un acteur de changement que le subir et sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas se mettre en zone d'ultra-risque. D'où ton podcast qui permet à chacune, moi j'écoute un peu parfois, mais on apprend des autres aussi. C'est clair. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un podcast que tu pourrais nous recommander. Est-ce que tu écoutes des podcasts Non, pas tellement. Ou un livre RH, un livre management, un livre... Écoute, ça va te faire rire. J'avais lu l'affaire Kébert il y a des années. Je l'ai repris. Un livre RH, mais... non, alors c'est un livre... T'es comme moi, les livres RH, j'en lis pas beaucoup, en fait. Non, mais l'histoire, c'est que... J'en ai plein à ma bibliothèque. Voilà, moi aussi. En fait, l'histoire, au début, j'en ai acheté plein, la Fnac, tout ça, je lisais à l'époque. Et puis, j'adorais ça parce que c'était vachement intéressant. Mais j'ai un peu perdu le fil de lire de ces parties-là et on apprend plus du terrain, de nos rencontres avec toi, avec d'autres. Voilà, donc je lis donc, tu relis le pavé. Moi, je lis un truc qui me fait penser à... Ok, ouais. Qui me fait planer sur d'autres aventures. Ok. Voilà. Et pour terminer, dernière question. Est-ce que tu aurais un invité que tu me conseillerais de rencontrer dans ce podcast On n'a jamais fait comme ça. Écoute, ouvrons sur la digitalisation et on a cité l'IA, parce que voilà, c'est à la mode, mais il y a Virgile de Figures. Nous sommes abonnés à Figures et on utilise les données du marché pour Syntec, ce qui me permet de positionner et d'être tout à fait crédible. Quand un salarié te dit « je suis en dessous du marché »,
Comment tu fais? Tu prends les études de l'année dernière, tu dis bah non, tu prends les données de l'APEC, non, tu te connectes. Et alors nous, on a beaucoup de données chez Silay, mais on a aussi Figures. Je vais essayer de l'interviewer, le boss de Figures. Un grand merci, Eric, pour ton temps, pour ta dispo, pour ta parole aussi qui a été spontanée et libre. Et ça, c'est top. Vraiment merci. Un bon retour à Lyon. Merci. Voilà. Merci. Profitons bien de cette grande chaleur parisienne pour avant de retourner dans la grande chaleur lyonnaise, dans la bonne fournaise lyonnaise, je pense là en ce moment. Et puis donc à toutes et à tous, merci de votre écoute et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!